97% des leads B2B ne signeront jamais. Alors pourquoi continuer à les traiter tous de la même façon? Le count-based marketing, c'est l'inverse. C'est identifier les 3% qui comptent vraiment et construire avec eux une relation avant même qu'ils sachent qu'ils ont besoin de vous. Je suis Christina. J'ai grandi aux États-Unis et depuis 20 ans, j'aide les Français à vendre aux Américains. Et moi, je suis Lionel. J'ai 15 ans d'expérience à construire des systèmes qui convertissent pour des PME françaises. Et ensemble, on décortique l'ABM pour les PME françaises. Bienvenue dans GoABM. Vous sortez d'une rencontre avec un prospect américain et il a dit « amazing » au moins 5 fois pendant l'appel. Et vous raccrochez, vous êtes sur un nuage. Mais 3 semaines plus tard, rien. Silence complet. Vous relancez, réponse « Hey, still looking at this internally, we'll circle back soon » et il ne vous rappellera jamais. Si vous faites de l'ABM, Account-Based Marketing, ce scénario devrait vous terrifier parce que votre stratégie ABM repose sur votre capacité à lire les signaux de vos comptes cibles. Et si vous confondez la politesse américaine avec un signal d'achat, vos priorités de compte sont fausses. Votre allocation de temps est fausse et vous investissez votre énergie sur des fantômes. Je suis Christina Rebuffet-Brodus et bienvenue dans GoABM. J'ai passé 20 ans entre la France et les États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique. Et aujourd'hui, on va parler du malentendu culturel qui fausse le plus de pipelines quand on cible le marché américain. Je vais vous raconter une anecdote perso. Quand je suis arrivée en France, il y a plus de 20 ans, j'ai été choquée par la franchise française. Alors, pas la franchise gentille, la franchise brutale. Un collègue français qui vous dit « Non, mais ton idée, elle marchera jamais. » Point final. Pas de « great effort, though. » Très bel effort. Juste « Non, mais ça marchera pas. » Et au début, je prenais ça personnellement. Puis j'ai compris. En France, dire ce qu'on pense directement, ça fait partie du respect professionnel. Challenger des idées, ne pas s'enthousiasmer juste parce que quelqu'un vous a présenté quelque chose. Et tout ça, c'est aussi un signe de respect parce que on cherche justement à challenger la personne en fait, de lui demander s'il a vraiment réfléchi à tel ou tel point, s'il a pensé à telle ou telle chose et pas juste de dire ouais trop bien aveuglement. Et moi, en tant qu'Américaine, je me suis rendu compte que j'avais été éduquée à faire exactement l'inverse. Aux États-Unis, on apprend à ne jamais dire non de manière frontale quand quelqu'un vous présente des idées, des suggestions, quand il présente son projet. Alors, on peut dire non, bien sûr, mais on enrobe, on reste positif. On ne ferme jamais une porte de façon explicite, même quand on n'est absolument pas intéressé. Du coup, on a développé tout un vocabulaire de refus poli, une sorte de code, des signaux subtils qui veulent dire « non merci » sans jamais prononcer ces mots de manière aussi frontale. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on a aussi nos formules polies en France. Oui, vous avez raison. Mais il y a une différence de degré. En France, quand vous dites « moi, je vais réfléchir » après un pitch, tout le monde sait que c'est une sorte de refus poli et qu'il ne faut pas vraiment compter sur justement le fait que cette personne va partir et réfléchir sur ce que vous venez de dire. Et surtout après 2 ou 3 relances, un prospect français finira éventuellement par vous dire « écoutez, non, on a décidé de partir sur une autre solution. On a trouvé autre chose. Ça ne correspond pas à nos besoins. Au pire, vous avez simplement du silence. » Aux États-Unis, c'est vrai que ce non, ce refus formulé, honnêtement, je vais pas dire que ça ne vient jamais, mais c'est un peu plus subtil. Un prospect américain peut vous dire « This is amazing » pendant 6 mois sans jamais vous dire non. Il va juste aussi disparaître. Ce qui vous trompe, c'est l'intensité de l'enthousiasme. Quand un Américain dit « amazing stuff », il utilise un niveau d'énergie que vous, Européens, vous réservez aux choses qui vous intéressent vraiment. Sauf que pour lui, cette réaction, cet enthousiasme « oh, that's amazing », c'est juste la baseline de la politesse professionnelle. Alors, prenons quelques exemples concrets.
des phrases que vous avez probablement entendues des dizaines de fois, surtout si vous avez fait des salons aux États-Unis. Let's stay in touch. Gardons le contact. Cela, elle fait des dégâts énormes. Vous l'entendez à la fin d'une réunion, d'une rencontre, d'un rendez-vous, et vous notez dans votre CRM, prospect chaud, vous restez en contact. Sauf que let's stay in touch signifie je n'ai pas envie de te dire non en face, donc je vais laisser le temps faire le travail de refus à ma place. Et si quelqu'un veut vraiment rester en contact, il propose une date. Let's reconnect Thursday the 15th. Alors, son proposition de date, c'est, je dirais plutôt un fantôme qui vous dit au revoir poliment. Une autre phrase, yeah, we should definitely explore this. Et le mot qui compte ici, c'est should, pas will. Should, en anglais, American Business, c'est le conditionnel du désengagement. We should get a coffee together. Ouais, enfin, c'est pas sûr que vous allez vraiment prendre un café ensemble. Et si quelqu'un voulait vraiment explorer, il dirait, let me set up a follow-up call with the team. Ou I'm going to loop in our VP of Ops. Il y a une action concrète. Il y a justement quelqu'un d'autre dans l'équipe qui va être impliqué et c'est beaucoup plus solide que justement une formulation vague. We should explore this, etc. Et là, je veux vous parler d'un piège encore plus vicieux, celui des salons professionnels. Alors récemment, c'est pas plus tard que la semaine dernière d'ailleurs, un dirigeant me disait « Non mais on est allé au salon aux États-Unis, tous les gens qui sont passés sur notre stand, ils étaient vraiment enthousiastes, ils trouvaient notre produit génial, ils ont dit que c'était très bien, qu'ils ont jamais vu quelque chose comme ça. » Et donc, on pense qu'on n'a pas besoin de changer notre approche parce que là, on a validé vraiment notre produit market fit. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce qu'un salon, ce n'est pas un endroit où les gens vous disent la vérité sur votre produit. C'est un endroit où l'énergie collective est à l'enthousiasme, à l'encouragement, au réseautage positif. Personne ne va s'arrêter de votre stand et vous dire non mais franchement je comprends pas cette fonctionnalité. Ou bien votre pricing n'a pas de sens pour le marché américain. Ou même honnêtement quand vous pitchez et si vous avez un accent un peu trop fort, et c'est pas une critique parce que quand vous entendez moi-même, j'ai un accent, mais si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre des gens avec des accents, s'il y a beaucoup de bruit autour, même s'il comprend en fait la moitié de ce que vous dites, il va quand même rester positif, il va sourire, etc. Parce que en fait, sur des salons, ce n'est ni le lieu, ni le moment, ni l'état d'esprit, justement, de critiquer, de refuser, etc. Donc, un salon américain, c'est fait pour créer du lien, pour ouvrir des portes, pour échanger des cartes. Et oui, pour dire « Wow, this looks great », avec un grand sourire, peu importe ce que la personne pense vraiment. Et confondre cette énergie du salon avec une validation de votre go-to-market, c'est une erreur qui peut vous coûter très cher parce que vous en tirez la conclusion, pas besoin de changer quoi que ce soit, les Américains, ils adorent déjà notre produit et du coup, vous ne faites pas le travail qui compte vraiment pour comprendre comment les Américains perçoivent votre produit, comment ils réfléchissent aux problèmes auxquels vous apportez une solution et justement comment ils comprennent votre produit comme la réponse à leurs problèmes. Donc, votre stratégie go-to-market, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Un pied, ce sont les événements et les salons, la visibilité, le contact humain, la première impression. Un autre pied, c'est l'inbound, le contenu, le référencement, la crédibilité en ligne, les réseaux sociaux. Et le troisième pied, c'est l'outbound, la prospection ciblée, les conversations en one-to-one, les DM et l'ABM. Si vous en avez un de ces 3 pieds, le tabouret tombe. Et c'est précisément ce troisième pied, l'outbound, les conversations individuelles, facilitées, organisées, qui vous donnent des vrais retours. Parce que dans une conversation en one-to-one, quand les deux parties sont là pour évaluer s'il y a un fit réel, là, on vous pose les questions dures. Là, on vous dit, je ne comprends pas cette partie de votre offre ou votre approche ne correspond pas à ce qu'on cherche. Et c'est dans ces conversations-là que vous apprenez vraiment où vous en êtes. Pas sur un stand de salon où tout le monde sourit, tout le monde est enthousiaste et tout est awesome et amazing. Alors, qu'est-ce que vous faites avec tout ça maintenant?
D'abord, arrêtez de prendre les mots américains au premier degré. Quand quelqu'un vous dit « This is interesting », ne classez pas ce compte en prioritaire haute dans votre CRM. Notez « réaction polie à qualifier » et ensuite vous qualifiez. Posez des questions qui forcent l'engagement. What's your timeline for making a decision on this? Who else in your organization would need to be involved? Si les réponses restent vagues, vous avez une conversation polie, pas un compte, c'est-à-dire pas un compte qui mérite que vous investissez beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que vous avez vraiment un prospect qui est presque prêt à acheter. Alors ensuite, apprenez à lire les silences. Un Américain vraiment intéressé ne vous laisse pas sans nouvelles pendant 3 semaines. Il répond vite, il propose des dates, il fait avancer les choses. Le silence, je vais pas dire que c'est un non déguisé, mais c'est quand même une marque que ce n'est pas forcément sa priorité. Et enfin, apprenez à forcer le non. Si quelqu'un ne répond pas après 3 relances, envoyez un dernier message. Par exemple, « Hi, prénom, I haven't heard back, so I'm assuming this isn't a priority for you right now. If something changes, feel free to reach out. Otherwise, I'll close this file. » Alors, soit il confirme que ce n'est pas le moment et vous pouvez réallouer vos ressources à quelqu'un qui est justement un peu plus proche du moment d'acheter, soit il se réveille et vous propose une date, soit il répond pas, mais dans tous les cas, vous avez une réponse et il n'y a plus de flou. Alors, la prochaine fois qu'un Américain vous dit « Yeah, this is really interesting » avec un grand sourire, ne le mettez pas en haut de votre liste. Regardez ce qu'il fait, comment il se comporte, pas juste les mots qu'il dit. Et la prochaine fois que vous revenez d'un salon en vous disant « On a tout validé, ils adorent notre produit », rappelez-vous que le salon, c'est un seul pied du tabouret. Et sans les conversations en individuel, sans la prospection cible, sans une approche ABM, vous ne savez pas ce que le marché pense vraiment de votre offre. Si vous voulez apprendre à lire les vrais signaux d'achat américains et à construire un pipeline qui repose sur de l'engagement réel, pas juste sur la politesse, rendez-vous sur goabm.io ou envoyez-nous un message, prenez rendez-vous et nous pourrons justement regarder votre stratégie pour votre acquisition client sur le marché américain comme sur le marché français. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode et si un seul truc de cet épisode change quelque chose dans votre façon de qualifier vos comptes cibles, c'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast. C'était GoABM et je vous dis à très vite.